Mesdames et messieurs, peut-on même présenter le secrétaire d'État Charles Kleiber? J'ai à tout le moins le devoir de préciser à l'attention de nos amis français qu'un secrétaire d'État à la Suisse n'a rien d'un éphémère sous-ministre. C'est là où le stratège en chef d'un domaine d'action publique, en l'occurrence la science, l'éducation et la recherche, à laquelle, M. Kleiber, vous êtes resté 10 ans. Mais c'est plutôt un trait de votre personnalité que j'aimerais ici relever. Dès les années 1990, en fait, vous avez senti le potentiel de Jean-Philippe, vous lui avez ouvert les portes nécessaires, l'avez même convié à rejoindre votre Brain Trust. Les Higher Education Studies en Suisse n'ont pas seulement une sainte patronne, elles ont trouvé en vous un ange gardien. C'est avec ce titre sans doute un peu inédit que j'aimerais ce soir vous donner la parole. Mesdames et messieurs, cher Jean-Philippe, dans tout vieux sommeil, un jeune qui ne sait pas ce qui lui est arrivé, en m'adressant à vous, je vais tenter de lui donner la parole. En guise de remerciement et en hommage à toi, Jean-Philippe, bien sûr, mais aussi à Martin Benninghoff, mais aussi à Philippe Joie, ils étaient vieux complices. J'étais au boulot, le nez sur le guidon. Vous me regardiez pédaler au secrétaire d'État avec le regard amusé que donne la distance universitaire. Je vous lisais et secrètement je me disais, causez toujours mes lapins, j'aimerais bien vous y voir. On se protège comme on peut. J'ai donc revisité le passé, fouillé dans mes souvenirs, relu Jean-Philippe, goûté à nouveau la joie de quelques moments rares, trop rares. Quand l'impossible soudain devient possible, je me suis arrêté. J'ai regardé le chemin parcouru, j'ai cherché les bifurcations, reconnu les impasses, repéré les désirs et les forces à l'œuvre pour tenter de mieux comprendre ce qui aujourd'hui émerge dans le fracas de l'histoire et au plus profond, au plus intime, nous en question. Ce contrepoint sera donc, à contre-temps et contre moi, comme une ultime tentative de ne pas mourir idiot, 10 minutes ou presque, pas plus. Mes questions aujourd'hui, quelles étaient les représentations et le pacte social qui ont permis de légitimer facilement, je dois le dire, les politiques publiques de formation de recherche des années 2000. Quel avenir était en préparation? Quelle force était à l'œuvre? Quel pourrait être le pacte social en train de naître aujourd'hui qui légitimerait d'autres savoirs et une autre institution scientifique? Après viendront les prophéties d'Antoine et vous saurez tout. Le contexte historique d'abord, rappelez-vous ça. La chute du mur de Berlin, la fin de la guerre froide, le triomphe symbolique de l'Occident et du marché, la mondialisation est en route, l'histoire est en marche, le libéralisme s'accompagnera nécessairement de la démocratie et de la paix, les belles promesses rendent les fous heureux, nous étions heureux. C'est aussi la naissance d'Internet, la promesse d'une parole libre, une parole partagée dans le village global et démocratique, abat les servitudes et les hiérarchies de l'ancien monde. Désormais, on va se parler, on va s'écouter, on va construire ensemble un monde différent fondé sur la liberté individuelle. L'individu est roi, la société est fluide, la consommation peut prendre son essor. De ce rêve enfantin est né les réseaux sociaux, les géants de la technologie, la technoscience planétaire. Le ver était dans le fruit. La sainte croissance est au cœur de nos représentations, portée par la science et la technique. Elle profitera à tous et permettra de réconcilier les peuples. Plus de limites. C'est la fin de l'histoire, la paix perpétuelle, la fête, les gamins vont chanter. Il y a bien quelques alertes. On préfère déjeuner en paix. Quelles étaient les représentations de la science? Première représentation, la science est un bien public. C'est le premier facteur d'émancipation, dimension sociale, la gauche est avec.
c'est le premier, et individuel, c'est le premier facteur de production. La droite est avec. Le progrès scientifique crée de la croissance, des emplois, entraîne un progrès social qui bénéficie à toute la société. Deuxième représentation, la science doit rester libre d'accès, mais des mécanismes de propriété intellectuelle permettront d'en faire un usage privé exclusif qui, par l'imposition des profits, profitera à tous. L'économie s'en nourrit, l'État accompagne et, comme on dit en Suisse, crée les conditions cadres. Troisième représentation, la science est le résultat d'un processus aveugle, régulé par la liberté académique, l'institution scientifique, une avant-garde, chargée d'éclairer la société, et, sur quelle question, une osmose magique, unit la science et la société, qui permet de répondre aux questions de la cité. On ajoute à cela des programmes, les programmes du Fonds national de la recherche, des programmes de recherche qui permettront de répondre à quelques questions spécifiques. Quatrième représentation, l'université doit devenir entrepreneuriale. C'est une entreprise publique du savoir qui trouvera sa place dans le grand marché international de la formation. La compétition mondiale donnera naissance aux nouveaux savoirs qui permettront aux hommes de devenir maîtres et possesseurs de nature selon l'injonction de Descartes. Le pacte social entre la société et l'institution scientifique est donc simple: de la prospérité et du progrès pour la société contre de l'autonomie, des ressources, de la reconnaissance sociale pour la science et les scientifiques. C'est sur la base de ce pacte que se construit et que se développe la Suisse scientifique que nous avons connue. La machine se met en route, dans un consensus sans faille. On adapte la construction on adapte la Constitution fédérale, 80% de la population dit oui, et les lois fédérales, cantonales et les lois cantonales. On investit 15% de ressources en 10 ans, c'est considérable. On renforce le Fonds national, on modernise le dispositif d'innovation et de propriété intellectuelle. On crée un espace national de la formation et de la recherche, ouvert sur l'Europe et à travers l'Europe sur le monde. C'est l'émergence des HES, c'est les accords de Bologne, vite fait, bien fait, une déclaration d'intention et c'est parti. C'est les startups et encore les startups, c'est l'âge d'or et la prospérité est au rendez-vous. La confiance donne des ailes, c'est le triomphe de la science et de la technologie. 25 ans passent, la science made in Switzerland s'impose, trouve sa place en Europe et dans le monde. Le pacte social est respecté, tout va bien, et Jean-Philippe n'y trouve pas trop à redire. Ouf! Mais, pendant ce temps, ni vu ni connu, l'ordre marchand, allié à la technologie, poursuit sa marche, crée de nouveaux besoins, des nouveaux désirs, de nouveaux comportements. Toujours plus, toujours mieux, plus on en a, plus on en veut, je prends, je consomme, je jouis, je jette. L'innovation technique triomphe et remplace, et c'est pour moi essentiel, le progrès social. L'information devient puissance, les multinationales mènent le bal, les géants de la tech s'imposent, les grandes puissances se frottent les mains, la grande accélération accélère. La mondialisation n'est pas un feu de l'autre côté de la rivière, elle nous brûle, nous transforme, homogénise, détruit, invente, isole, crée, broie, produit un monde qui peine à entrer en nous. Le cadre national est débordé, les décisions importantes qui structurent la vie des humains sont prises ailleurs, on ne sait pas où, on ne sait pas par qui. Nous voilà étrangers à nous-mêmes, une sourde érosion ronge les démocraties, c'est chacun son écran, chacun son monde, chacun ses croyances, chacun sa réalité, chacun pour soi, Babel. Le réel, notre commune patrie, disait Camus du réel, notre commune patrie disparaît. Où est passée la vérité? Où est passé le sens? Où sont passées nos valeurs? Le vivant assiégé depuis 50 ans s'effondre, nos communs s'épuisent, la haine circule, l'injustice s'accroît, les guerres sont de retour. Retour donc du tragique, retour de l'événement et des vieux mythes de la dévoration. Et nous continuons sur notre lancée, ivre d'innovation technique, incapables de penser le futur. Plus de 80% de l'énergie consommée est d'origine fossile et malgré tous nos efforts,
annihilés notamment par la démographie mondiale et l'urbanisation, cette proportion ne change pas depuis 40 ans. Depuis 40 ans. Nous entrons dans un territoire inconnu. Derrière nous, la paix et la prospérité. Devant nous, la possibilité du chaos. 10, 20 ans, combien de temps avons-nous? 10, 20 ans, 30 ans peut-être. Comment retrouver les limites planétaires, prendre soin du vivant, retrouver les appartenances premières. Les appartenances premières, créer du collectif, faire société, faire famille, faire paysan, être humain autrement. Nul ne sait. Le changement viendra-t-il avant la peur? Heureusement, il y a la science. Mais la voie de la science, peu à peu, s'essouffle. La liberté académique régresse dans le monde. Les sciences sociales et humaines sont domestiquées ou sous-financées dans de nombreux pays. Les connaissances se fragmentent et éclatent en 1000 savoirs minuscules, de moins en moins significatifs. Une sourde méfiance remplace la confiance de l'âge d'or. Face à la désinformation organisée aux fake news, la science perd lentement son rôle civilisateur et son autorité et sa capacité de rendre compte du réel. Elle était bien public, processus de vérité, patrimoine des terriens. Elle est, plus que jamais, bien privé, source de richesse et de puissance, facteur de production des pires applications. Elle était instance d'arbitrage, boussole, force d'émancipation, capacité d'explorer l'inconnu. Elle devient une simple méthode. Elle devait être rebelle, elle devient un enjeu géopolitique, source ultime du pouvoir. Elle était l'honneur de la cité, la voilà menacée par l'insignifiance. A-t-elle cédé au vertige du marché? A-t-elle oublié sa fonction critique? S'est-elle trop sûre d'elle, laissée enfermée dans l'institution universitaire? A-t-elle suffisamment sonné l'alerte? Attention, danger. La communauté scientifique doit redonner à la science sa fonction et son rôle créateur. Elle a au mieux 30 ans pour le faire. Sa raison d'être et son honneur sont en jeu. C'est donc le moment, pour retrouver la confiance, d'expérimenter un nouveau contrat social. Les termes pour moi en sont simples. Explorer les futurs possibles et participer à la définition des futurs désirables. Contre des ressources, contre de nouveaux espaces d'intervention sociale, contre de l'autonomie et de la reconnaissance. La tâche est immense, car un monde désinformé, sans boussole, sommé de retrouver ses limites, questions nouvelles, connaissances nouvelles, disciplines nouvelles, nouvelles manières de construire et de partager le savoir. La science devait nous faire mettre possession de la nature. Elle devra, en mobilisant toute sa puissance, en créant de l'intelligence collective, nous transformer en locataires heureux de la Terre, découvrant dans le foisonnement de la vie d'autres manières d'être humain et d'habiter le monde. Pour cela, l'innovation qui était technique doit devenir politique et sociale. Comment faire? Voici les pistes incertaines et quelques intuitions d'un ancien combattant. À côté de ces missions traditionnelles qui permettront de faire naître une nouvelle culture du vivant, de nouvelles missions s'imposeront à l'institution scientifique. Il faudra, par exemple, donner naissance aux technologies, aux nouveaux métiers, aux savoirs, aux multiples disciplines qui permettront d'avoir prise sur les transformations en cours et de vivre le mieux possible dans le vivant. C'est la mission d'atterrissage qui imposera de la sobriété énergétique. Interroger nos défaillances, nos désirs, nos besoins, nos mortelles libertés, nos comportements, et dans cette instruction collective et impitoyable, identifier les règles et les valeurs des futurs possibles. C'est la mission critique. Mettre en place un système collectif d'analyse de nos vulnérabilités, de gestion des limites planétaires et sociales et des grands équilibres. C'est la mission de veille et de gardien des limites. Faire parler la cité, écouter, questionner, repenser les savoirs avec elle, co-construire, construire en laboratoire des nouvelles manières d'exister. C'est la mission
d'expérimentation des nouveaux vécus. Ces missions exigeront, en plus des partenariats industriels, de nouveaux partenariats aujourd'hui naissants qui renforceront l'ancrage de l'institution scientifique dans la société et lui donneront ce qui est nécessaire, un indispensable levier. Rien n'est possible sans eux. Par exemple, un partenariat avec les États démocratiques pour transformer les sociétés en laboratoire du changement. Dans ce cas de l'État, aujourd'hui, simple accompagnateur de l'histoire devrait devenir un État volontariste, juste, informé, protecteur, anticipateur, capable de corriger les marchés défaillants, de prendre en compte les externalités négatives dans les prix, de hiérarchiser nos libertés, d'allouer les ressources en fonction de nouvelles priorités, de faire du commerce un instrument de partage. Rien que ça. Comme un retour surprise, si je peux dire ainsi, j'en étais à l'IDEAP, du New Public Management, au fond, l'invention du social contre sa soumission à l'ordre économique. Deuxième partenariat avec les arts et les médias pour gagner la bataille des faits et des récits. Car seul le récit, Jean-Philippe aime beaucoup le récit, seul le récit permet de partager les faits et de représenter le réel, c'est-à-dire le rendre présent, porté par la nécessité, ces partenaires qui aujourd'hui s'ignorent, les arts, les médias et la science, seront invités à représenter ensemble le réel, à le dire, le chanter joyeusement, le partager, pour l'ancrer dans nos imaginaires. En résumé, les fêtes et la beauté contre l'effroi. Un partenariat enfin avec les forces vives de la cité pour gagner la bataille des valeurs. Il faudra renforcer ce fonds commun d'humanité qui nous constitue, inventer la morale des temps à venir dans l'exercice quotidien d'une éthique des situations concrètes. Loin de l'éthique à stratopège des grands principes, l'éthique contre les rapports de force. Et la Suisse dans tout ça. Ce pays sublime, je dois dire que j'ai découvert au fond tardivement, qui nous a fait, qui nous protège et qui nous enferme parfois, devra apprendre le futur, partager ses expériences de la démocratie. C'est son trésor, s'ouvrir aux autres, oser mettre en cause ses privilèges, revenir peut-être à l'humanité, à l'humilité et à la joie de la connaissance, car il y a toujours joie à connaître, fût-ce notre douleur, disait André Bonnard, l'éternel révolté de l'Université de Lausanne. Et non seulement à connaître avec l'intelligence, mais avec l'être tout entier. À connaître avec les entrailles, la volonté, autant qu'avec la pensée. Connaître, c'est partager la solitude, c'est participer à la vie d'autrui et du monde. Et si cette connaissance est en nous, non point inerte, mais active, génératrice de valeur, connaître, c'est participer à la recréation de nous-mêmes et du monde. La connaissance contre le chaos. Je termine, mesdames et messieurs, par un conseil. Il est arabe. Si ton chant n'est pas plus beau que le silence, tais-toi. Je me tais. Juste. Vous nous aviez, monsieur le secrétaire d'État, promis un contrepoint. Nous sommes déjà entrés en fait dans le domaine de la prophétie et je vois déjà Antoine Jacou qui se profile. Juste un mot, cher Antoine Jacou, ou plutôt une citation. Puisque vous êtes artiste, je me suis permis de la puiser auprès d'un chanteur, Sarclot, Michel de Senarclan à la ville. Je vous la chante. « Voyez-vous, les riches sont des cons, je peux vous le dire, je suis de la maison. » Je frémis déjà des vacheries que vous allez peut-être nous dire et dire des scientifiques ce soir, mais me rassure en rappelant qu'au fond, vous êtes authentiquement issu de cette maison.
Bienvenue chez vous, Antoine Jacou, et s'il vous plaît, parlez-nous du grand soir. Ce matin d'avril 2049, je suis arrivé à l'Université de Lausanne par l'intérieur des terres. Plus exactement, l'intérieur des terres arides, puisque l'on avait désormais renoncé, en raison d'une sécheresse persistante, à cultiver ces vastes territoires que la remigration des populations étrangères, trop hâtivement naturalisées par nos autorités, remigration dirigée vers le Bantoustan de Paradise Now, cette enclave sous protectorat suisse située entre le Lesotho et la Namibie, avait libéré pour l'agriculture. Cette décision de rejoindre l'Université de Lausanne par l'intérieur des terres, ou pour le mieux dire par le Hinterland, était en vérité redoublée d'un autre motif, celui de l'impossibilité de rejoindre les rives du lac Léman suite à une série de décès dus aux algues toxiques qui y pullulaient depuis des années. Les dernières victimes de ce phénomène funeste, quoique bien documenté dès la fin du XXe siècle, étant un groupe d'étudiantes en lettres, section manga, ayant cru bon griller des merguez de soja sur la plage. On se rappelle en effet que cette prolifération catastrophique d'algues mortelles sur des zones autrefois dédiées aux activités ludiques ou contemplatives de la population estudiantine, telle la pratique du paddle ou la culture du mélanome, avait pris des proportions gravissimes après la rupture des relations entre la Suisse et la République catholique des Gaules, ce que l'on appelait autrefois la France, instaurée après l'assassinat de la présidente de la République, Marion Maréchal, en 2034. Arrivé par les terres, donc, ayant vérifié que des tiques avaient réussi à se glisser ni sous mes vêtements de protection, ni sous la housse de mon iPad 27 Maxi Plus, je peinais d'abord à distinguer le campus et les constructions qui le constituaient. En raison de la généralisation des toits arborisés sur les bâtiments officiels rendus obligatoires dès 2028 en raison des canicules qui tendaient de plus en plus à se déployer de juin à octobre et des pluies de chaleur nées de la négligence ou du climato-scepticisme d'architectes au bureau d'études trop éloignés des réalités météorologiques locales, il était difficile pour l'œil de séparer le bâti de l'environnement végétal qui le recouvrait. Des cris surgis de la pinède m'aidèrent toutefois à me situer. Rassemblés devant une statue dédiée aux étudiants et étudiantes afro-descendants longtemps racisés par l'alma mater, un groupe de masculinistes, probablement issus du département des hautes études sur la sécurité, devenue la plus grande et la plus réputée des facultés de l'université, hurlait des slogans tels que, je cite, « Assez de blabla, de la pratique », ou encore, je cite toujours, des chiottes genrées au rien, sous le regard impavide, mais riche en pixels, d'une centaine de robots télécommandés depuis le rectorat de l'académie, désormais installés dans la banlieue de Delhi, ceci depuis la signature des accords de coopération entre haute école conclus par le secrétaire d'État à la formation Philippe Nantermo avec son homologue indien en 2031. Guidé par ces clameurs gutturales et archaïques, je finis par dénicher les bâtisses que je cherchais. De vastes ensembles de bâtiments composaient ce qui ne s'appelait plus Université de Lausanne, mais PSP-MIBL pour Pôle des savoirs partagés modulaires intégratifs du Bas-Léman, une appellation que les réseaux sociaux avaient très vite préférée à l'ancienne vieille de 500 ans qui avait prévalu jusque-là. Le secteur dit privé, qui est autour d'une statue équestre de Bernard Nicot Jr. le troisième, celui qu'on surnommait parfois le nain soleil, rassemblait des bâtiments à la conception sophistiquée, tout à la fois refroidis et réchauffés par un substrat de lisier de yak ayurvédique, développé dans l'un des nombreux Bertrand Piccard Innovative Incentive Centers du pays. Largement irrigué par des fonds issus de la finance durable genevoise et des structures d'investissement tout à la fois chinoises et monégasques, cette entité accueillait, entre autres départements,
le Centre international de greenwashing, la faculté d'ingénierie sociale de la migration et, depuis la légalisation par le Comité international olympique de ce qu'on appelait autrefois vulgairement le dopage, l'Institut Lance Armstrong pour l'amélioration des performances, qui comptait plusieurs de ses représentants, oligarques, ambassadeurs de l'industrie du sportswear ou anciens sportifs, dans les directeurs de l'université ou plutôt du PSB MIBL. Agrémenté de jardins entretenus jour et nuit par des réfugiés climatiques venus d'Espagne, du midi de la France ou même du Valais, ce campus était pour ainsi dire vide toutefois. Désormais équipé de tous les outils modernes de communication, certains de ces dispositifs étant véritablement incorporés, au sens premier de ce mot, à la chair des individus qui en étaient dotés. Les étudiants et étudiantes immatriculés au PSP MIBL s'étant acquittés des taxes d'écolage substantielles qui y étaient perçues, suivaient, pour la plus grande majorité, les cours en mode dit online, depuis leur domicile, certes toujours temporaire et nomade, de Las Palmas, Evolène ou La Valette, mais aussi de la planète Mars et singulièrement de sa capitale Musk City, dont la population comptait maintenant quelques milliers de trentenaires décidés à faire prospérer ce nouvel Eldorado grâce à des systèmes performants de serre, aux greenhouses, également développés au sein des Bertrand Piccard Innovative and Incentive Centers, et autorisant la culture de brocolis, aussi bien que la pratique du golf 18 trous, voire davantage. À cet ensemble de faits expliquant la désertification du campus venait s'ajouter le facteur du raccourcissement considérable de la durée des études, induit par un recours massif à l'intelligence artificielle. Dès lors qu'il fut possible de recourir à celle-ci pour la recherche, la collecte de données et la rédaction de textes complexes et d'envergure, rapports, mémoires, voire thèses de doctorat, autrefois délégués à des ghostwriters du Cameroun ou de la Casamance, ont pu réduire la durée du bachelor à 2 mois, celle du master à 6, ceci pour le plus grand bonheur d'étudiants décidés à lancer leur start-up aussitôt que possible, une démarche d'ailleurs facilitée, voire encouragée par le PSP MIBL, sur le campus duquel une abondance de couveuses et autres business angels avait prospéré, le Orlati Creative Lab étant le plus réputé d'entre eux. La situation était en revanche tout autre dans le secteur dit public, qui déployait ses bâtiments vétustes, mal isolés, aux vitres souvent brisées, et ses containers de chantier reconvertis en auditoires de fortune dans la périphérie du secteur privé, tel un bidonville s'étalant autour d'une métropole prospère du Brésil ou de l'Indonésie. Entrée en vigueur dès 2042, la réforme fiscale initiée par le Parti de l'Union démocratique du Centre, la fameuse FTT pour Fuck the Taxes, avait porté un coup fatal au financement de l'université traditionnelle. Elle laissait sans force ceux et celles qui croyaient à un modèle non monétarisé de la transmission du savoir, désormais soumise à un processus de paupérisation accélérée. Cette structure désuète et comme prisonnière de conceptions naïves et excessivement idéalistes des échanges entre les hommes, ne pouvait qu'assister, bras ballants somme toute, à l'exode de ses enseignants les plus réputés vers des structures plus lucratives et à la dégradation, faute de soutien financier, de ces infrastructures. C'était là toutefois qu'une masse, pour ainsi dire, grouillante d'étudiants et d'étudiantes s'activait, profitant non seulement des facilités académiques résiduelles telles que l'aumônerie œcuménique ou la crèche inclusive, mais également des food trucks et autres cantines gérées par les organisations philanthropiques et autres fondations religieuses qui s'étaient portées au secours d'une institution désormais orpheline des mannes de l'État. Ici, le quinoa est servi sans sauce, disait-on, mais au moins il est bon marché. Car tous les étudiants qui fréquentaient le secteur rouge, comme on le désignait en haut lieu pour dire son identité populaire et la railler tout à la fois, étaient pauvres, sans exception. Certains étaient jeunes, bien sûr, et pouvaient, comme par fatalité, s'accommoder d'une certaine précarité, mais la plupart étaient toutefois des seniors,
la formation continue étant devenue obligatoire pour les personnes en situation d'indigence à partir de 2042, sous peine, on s'en souvient, de voir toute allocation ou subside supprimée. Comme par un effet de miroir, nombre de professeurs actifs dans le secteur public du PSMIBL avaient le même âge que leurs élèves. Survivants du combat pour l'initiative dite de la défense des libertés académiques, balayée par le peuple suisse à l'automne 2037, puis siphonnés de leurs économies personnelles par la pandémie de 2039, ces pédagogues étaient souvent septuagénaires, voire octogénaires, contrairement à ceux du secteur privé, qui étaient beaucoup plus jeunes, sportifs d'apparence, l'exis corporel de l'enseignant façonné par la lecture plus que par la fréquentation des salles de fitness étant passé de mode depuis longtemps, ainsi qu'anglophones, cela va sans dire, voire même sinophones pour certains. On comptait même quelques centenaires parmi ces vétérans du secteur public qui n'avaient pas réussi à faire le deuil de cette idée d'un savoir fédérateur mais critique, humaniste quoique disposé à l'introspection, et non réductible à une prestation horizontale et quantifiable à la fois. Un certain Bernard Vouta, surnommé le pénitent, en raison des sandales de cuir qu'il portait été comme hiver, avait des plaidoyers encore vifs pour la démocratie, malgré ses 84 ans de carrière et le peu de crédit qui restait associé au système politique dont il aimait encore à décrire non seulement les limites, mais également les vertus. Un professeur du nom de Jean-Philippe Lorèche tenait, malgré d'handicapantes prothèses de genoux et de hanches, à enseigner bénévolement la sociologie, nonobstant l'effondrement généralisé de l'idée même de société et la disparition, jusque dans les dépôts les plus obscurs d'Amazon, des ouvrages qui non seulement lui tenaient à cœur, mais servaient de béquille véritable, pour ainsi dire, à son discours. Un certain Jacou, Christophe de son prénom, enfin, tentait obstinément de thématiser les mythologies du sport de compétition devant des étudiants qui n'avaient ni l'âge ni les moyens de s'adonner à quelque pratique sportive que ce soit, hors de l'e-football et des paris risqués que ces activités virtuelles autorisaient. À côté de ces vénérables éléphants s'activaient quelques enseignants plus jeunes. Ceux-là semblaient fragiles, vulnérables, voire même souffreteux. Ils avaient la tête basse et la serviette lourde d'amertume. On les appelait les Zèques, par analogie avec les prisonniers du goulag. Ils étaient là à dispenser quelques heures d'enseignement par semaine, voire par mois pour les moins fortunés, dans ce service public déficient, parce qu'ils avaient été bannis ou cancellés pour avoir prononcé ça ou là durant leur carrière certains mots que la décence et le désir de toucher mon cachet à la fin de cette soirée m'interdisent de prononcer. Voués à enseigner des sciences présumées molles, dont la mollesse n'avait cessé d'être stigmatisée par des autorités décidées à traquer la mollesse partout où ce mou fléau pouvait déployer ses molles tentacules, ces zèques se contentaient de faire montre de leur expertise dans des domaines largement considérés comme inessentiels, tels l'histoire de l'art, l'anthropologie politique ou la sémiotique de la littérature. Pour la plus grande consolation de ces parias, toutefois, ces enseignements étaient largement fréquentés malgré l'inconfort des lieux qui les accueillaient. Les seniors s'y ruaient, soit dans le but de faire timbrer leur attestation de formation continue, le fameux Long Life Study Pass, soit dans le dessein de dormir un peu, soit enfin pour ces deux raisons à la fois. Mais la raison ultime de ce succès du secteur public du PSP-MIBL était ailleurs. Tout entier dédié à une conception généreuse et bienveillante, non seulement du savoir, mais de la communauté rassemblée autour du partage de celui-ci. Le secteur public proposait diverses structures de soutien à une population estudiantine avide de care et de confort mental. Une première de ces entités proposait des séances d'hypothérapie et des cures de forêt aux étudiants souffrant d'éco-anxiété. Véritablement dépassée par son succès, elle avait dû se résoudre à cloner des poneys par dizaines afin de répondre à une demande sans cesse croissante que l'effondrement d'une série de sommets alpins, dont il serait fastidieux de dire les noms ici, renforçait encore. Une seconde unité proposait un travail de désensibilisation, mobilisant les outils de la
de la réalité virtuelle aux étudiants et étudiantes rendus phobiques par la prolifération des moustiques tigres, désormais plus abondants que les abeilles sur le campus. Tout entière mobilisée autour du slogan « Le savoir, c'est la résilience », cette unité, baptisée module cyrulnique, connaissait le plus grand succès également. Une troisième structure, enfin, dispensait des cours de céramique aux membres du corps intermédiaire qui, malgré un contexte d'effondrement généralisé, continuait impunément de dénoncer la supposée précarité régnant dans son secteur d'activité. L'opportunité donnée à ces personnes en colère de confectionner un vase à fleurs ou quelques bibelots rencontrait un accueil favorable. Découvrant en eux de nouveaux et insoupçonnés potentiels, ces mécontents s'affranchissaient peu à peu de leur amertume, certains s'engageant même plus avant dans l'artisanat, accroissant ce faisant leur potentiel d'employabilité sur le marché du travail. Ayant à ce stade terminé ma visite d'une institution que j'avais fréquentée non seulement dans un autre temps, mais au fond dans une autre vie, je décidai de prendre le chemin du retour. C'est alors que je tombai sur un singe de type anthropoïde, occupé à lire un ouvrage de Michel Foucault. On se souvient qu'en raison du programme Grand Singe, initié par le WWF et l'UNESCO, les primates étaient maintenant admis, quoique sur dossier, et en fonction de l'excellence absolue de celui-ci dans les hautes écoles. Ce grand mammifère, un bonobo jurassien, je crois, s'approcha de moi et lâcha, se fendant d'un sourire malicieux. « Vous savez, mon frère, tout a changé, mais au fond, rien n'a changé. Je voulus le croire. Ce n'est pas au singe, me dis-je, que l'on apprend à faire la grimace. » Et je repris ma route. Merci. Devrions-nous nous résoudre à aller fumer des poils de poney dans quelques montagnes françaises éloignées et soigner ainsi notre dépression, Gardarème, loup Prozac, à moins que le bonheur soit tout proche au fond, bien plus proche qu'on ne croit, ce serait quelque chose comme devenir doyen. Madame la doyenne de la faculté des SSP, chère Niki, vous êtes une doyenne heureuse et je crois que Jean-Philippe n'y est pas tout à fait pour rien. Vous m'aviez confié le frappant constat que vous fîtes en tant que vice-doyenne dans l'équipe du doyen Lerèche, le bonheur intense, rayonnant, sans mélange qu'a eu Jean-Philippe à exercer ses fonctions décanales. Ce bonheur a durablement rejailli sur toute son équipe et propulsé Marie Santiago, puis vous-même, dans l'aventure. À être doyenne, donc, on s'éclate. Quelques années plus tard, vous faites toujours du Lerèche après Lerèche. Grand merci d'être là ce soir. Merci beaucoup pour ces quelques mots d'introduction. Je ne remercie pas Jean-Philippe, j'ai dit surtout ne me fais pas passer derrière Antoine Jacou, c'est vraiment une crasse à me faire. Et ben voilà, je passe quand même derrière Antoine Jacou. Et j'arrive quand même, je pense, à garder mon sérieux pour ces quelques mots. Je me suis donc imposé des contraintes parce qu'en 10 minutes, il faut se contraindre. Je peux dire que Jean-Philippe a bel et bien incarné une figure de chef. Chef de l'OSPS, nous en avons beaucoup entendu parler, chef de la faculté des sciences sociales et politiques et responsable d'une myriade d'autres instances de décision, de régulation dans le monde académique et en dehors. Il serait, en tant que sociologue du travail, un peu indélicat de ma part de mobiliser la typologie des styles de leadership développés dans l'ouvrage sous-mentionné pour caractériser le type de chef qu'est Jean-Philippe Lerèche. Mais je pense que la suite de mes propos vont donner quand même quelques indications. Ce que j'ai pu observer, et ce que Stéphane vient de raconter, c'est effectivement que dans ses fonctions de vice-doyen, mais surtout de doyen de notre faculté,
Jean-Philippe a habité la fonction de chef. Il a incarné même, je dirais, jusqu'au bout des ongles. Il a été, de mon point de vue, un doyen naturel. Je pense très sincèrement qu'il a été un chef particulièrement épanoui, particulièrement bienheureux dans cette fonction, et il est vrai que ce bonheur nous a donné à quelques-unes un peu l'envie de lui emboîter le pas. Le Reich, 3 œufs. J'en décline donc le premier. C'est assez compliqué. Il y a beaucoup de choses que l'on pourrait dire. J'ai choisi pour démarrer le terme érudit, que j'associe immédiatement avec le terme éclectisme. Il me semble effectivement que par ses objets de recherche, par ses thématiques d'enseignement, Jean-Philippe est un admirable touche-à-tout, qui puise ses outils d'analyse et qui puise ses objets de recherche, autant du côté de la science politique que de l'histoire ou de la sociologie. Il nous a livré un magnifique récit facultaire, rendant compte de l'histoire de notre belle faculté des sciences sociales et politiques. Et il participe, preuve et source, me semble-t-il, de cette érudition que l'on pourrait qualifier de à spectre large, de son engagement dès le départ dans le comité scientifique fondateur de la collection Savoie-Suisse, qui est une collection d'érudition. Alors, si Jean-Philippe a pu qualifier dans un ouvrage délicat et admiratif, traçons le portrait de Bertille Gallon comme un vagabond des savoirs, je serais tentée de dire que de son côté, il apparaît comme le non-errant de l'intégrité scientifique, le roc de la science est un combat, finalement, de défenseur des principes et des normes de la production scientifique contemporaine et du rayonnement des sciences au-delà de l'espace universitaire. Je passe donc au R. Dans un premier temps, j'avais envie de décliner le R en récit, mais je me doutais bien que beaucoup de monde parlerait des capacités de récit de Jean-Philippe aujourd'hui. J'ai donc adopté le terme régulation, qui, à ma grande surprise, ne figure nulle part dans les descriptifs des objectifs et des travaux de l'OSPS. À ma grande surprise, parce qu'il me semble que ce terme qualifie et rassemble assez utilement l'ensemble des travaux de recherche de Jean-Philippe, en constitue même le fil conducteur. À ce terme fédérateur, Jean-Philippe préfère peut-être un terme plus moderne, peut-être un terme moins marqué, celui de gouvernance, et j'espère qu'il va nous raconter tout à l'heure pourquoi il parle de la gouvernementabilité des enseignants-chercheurs et non pas de leur régulation. Toujours est-il que j'ai gardé régulation parce qu'il me semble que Jean-Philippe a été lui-même un grand régulateur de notre vie facultaire. Il a fait dialoguer et collaborer des personnes, des collègues qui ne se seraient pas rencontrés, qui n'auraient pas collaboré sans son intermédiaire, et il a aussi participé à apaiser quelques tensions et à créer une ambiance plus apaisée dans notre faculté. Pour le deuxième des 3 E, j'ai hésité avec élégance. Élégance langagière, élégance rédactionnelle, élégance vestimentaire. Finalement, j'ai abandonné élégance pour énigmatique. Pour l'avoir côtoyé pendant plusieurs années, je dois avouer que Jean-Philippe garde, à mes yeux, un petit côté énigmatique. Peut-être que cela a à voir avec d'autres caractéristiques personnelles auxquelles il a fallu peu à peu que je m'habitue. Sa prédilection illimitée pour l'ellipse et l'euphémisme. Encore des œufs. Quand, en séance décanale du jeudi matin, Jean-Philippe le doyen disait, devant un dossier potentiellement un peu clivant, un peu difficile, un peu compliqué à gérer, il me semble que ce dossier n'est pas mûr. Nous savions pertinemment que ce dossier allait être shelved, écarté pour un petit moment.
Jean-Philippe, dans les discussions, est toujours agréable, toujours amène. On se sépare de Jean-Philippe, après une discussion, toujours avec un accord. On est toujours d'accord quand on est d'accord. On se quitte, on est d'accord. Avec le recul de quelques heures, de quelques jours, on se rend compte qu'on n'est pas tout à fait sûr de ce sur quoi on était d'accord. Je reviendrai là-dessus dans un instant, mais avant de poursuivre dans cette voie, on arrive à la lettre S. Et là, il n'y a pas d'hésitation. Comme on décline la lettre S dans la vie de Jean-Philippe Le Reich, en 3 lettres, et c'est le ski. Évidemment, avant de se lancer dans l'écriture collective de l'histoire du ski en Suisse, joli ouvrage rédigé en collaboration avec Laurent Tissot et Grégory Quin, Jean-Philippe a toujours, en tout cas tant que je l'ai connu, manifesté une passion absolument immodérée pour le ski. Dans les interstices d'une activité professionnelle bien chargée, quand il ne skiait pas, il préparait la saison de ski, il se remémorait ses exploits de ski de la saison précédente et il rêvait de retrouver les pistes. Bref, c'est un passionné. C'est un passionné qui a fait de sa passion un objet de recherche. Et ma foi, les meilleures recherches sortent aussi d'un engagement passionné vis-à-vis de son objet. J'en arrive au C. J'aurais pu évoquer la convivialité. Convivialité légendaire chez Jean-Philippe, qui est ce que l'on pourrait qualifier d'un bon vivant modéré. Finalement, j'ai préféré le terme de concordance. En effet, il me semble que le ski n'est pas la seule manifestation de la suissitude de notre ancien doyen. Jean-Philippe me semble incarner à lui seul les principes de la démocratie de concordance, un des principes de base du système politique suisse, qui est caractérisé par le rejet des conflits et par la recherche de solutions négociées. Peut-être tenons-nous là quelques indices sur sa prédilection pour les ellipses et les euphémismes. Juste une hypothèse. Pour le H, j'avais imaginé évidemment Homo academicus. C'était un choix évident, étant donné à la fois son regard aiguisé sur le monde académique et sa manière d'incarner ce leadership. En même temps, je me suis dit, mais non, ce terme, il a été approprié, il a été détourné, il a été bourdieusisé, et ce n'est pas possible de l'associer à Jean-Philippe Le Reich. À la place, donc, de ce Homo academicus, ou peut-être avec, je décline le H en humour. Sens de l'humour, pain sans rire, un bonheur d'entendre les discours de doyens et de futurs retraités de Jean-Philippe, qui est toujours plein d'humour. Et pour terminer, j'en arrive donc au 3e E. 3e E qui pour moi se décline en un seul mot, empathie. Empathie, si je cherche dans le dictionnaire, c'est la capacité à comprendre et à partager les émotions d'autrui. Au risque de dire des bêtises devant mes collègues psychologues, l'empathie, nous dit le dictionnaire, nous permet de voir les choses du point de vue d'autrui et constitue une qualité essentielle qui favorise les relations sociales et professionnelles, qui développe la conscience de soi et qui contribue à un monde plus juste. Synonyme d'empathie, humanité. De surcroît, il est précisé que les personnes empathiques attirent l'empathie. Et il suffit de regarder l'assistance de ce soir pour confirmer l'affection, le respect qui est ressenti à l'égard de Jean-Philippe au sein de notre faculté et bien au-delà.
Cher Jean-Philippe, je termine donc cet exercice de l'acrostice en te remerciant très chaleureusement pour tes contributions nombreuses et importantes au développement, au rayonnement et à la dynamique de notre faculté, dire mon admiration pour ta manière de la piloter, toujours avec humilité, humanité et humour. J'ai appris beaucoup de choses à te regarder faire, mais j'ai surtout éprouvé un immense plaisir dans cette collaboration en confiance réciproque. Je te souhaite de profiter pleinement de cette nouvelle page de vie qui s'ouvre à toi, mais quand même de continuer de nous enchanter longtemps encore avec tes récits, avec tes livres et avec tes exploits de ski commun. Merci beaucoup et merci, mesdames, messieurs. Permettez-moi, mesdames et messieurs, chers amis, de faire mémoire, et ce sera mon hommage personnel, de ce qui nous a liés, Jean-Philippe et moi, depuis le début, l'étude politologique de ce qui se mange. Et oui, c'est déjà tard. Jeune masterisé, je déguettais le premier en lui proposant un sujet d'article sur les produits de terroir dans la globalisation. Il me répondit « lasagne surgelée », que Buitoni adaptait alors au goût des consommateurs de chaque pays. Nous voici unis pour plus de 20 ans de camaraderie sur la territorialisation des politiques alimentaires. Savourons donc pleinement ce que Chef Fleurèche nous a concocté ce soir sur un autre thème, les scientifiques sont-ils gouvernables ? Tout en conservant une légère vigilance intérieure, tout ce qu'il va essayer de nous faire avaler en 5 thèses, est-ce du lard ou du cochon ? Je salue les nouveaux venus après la pause, et ce qui me permet de saluer mesdames les députées que j'ai entrevue tout à l'heure et que je n'ai pas pu saluer au début de cette soirée. Alors, comme la doyenne, je suis soumis au même exercice. Impossible de prendre la parole après Charles Kleibert et Antoine Jacou, sauf que Niki y est parvenu avec brio, alors que pour moi, tout reste à faire. Les scientifiques sont-ils gouvernables ? Alors, tout à l'heure, Christine Muselin a spoilé la réponse, sauf que je vais donner une toute autre réponse. Mais attendez encore. Les scientifiques sont-ils gouvernables ? On parle souvent abstraitement de gouverner la science, de gouverner les universités. Mais l'enjeu caché, l'enjeu le plus délicat, n'est-il pas de gouverner les scientifiques ? Et en fonction des stéréotypes que l'on a des scientifiques, j'imagine que la moitié d'entre vous dans la salle souhaiterait que je réponde « Oui, les scientifiques sont gouvernables », comptant sur ma légendaire magnanimité. Mais l'autre moitié préférerait que je réponde « Non », en espérant secrètement que je dise du mal des collègues en affirmant qu'ils sont irréductiblement ingouvernables. Et puis, comme vous l'avez compris, rien n'est simple. Et donc, la réponse sera un « oui, mais ». Les scientifiques sont gouvernables, mais à certaines conditions. Pourquoi ? Parce qu'en sciences politiques, il faut toujours aller voir le dessous des cartes. Et c'est pourquoi je dois d'abord préciser très simplement que les scientifiques ne constituent pas un groupe homogène, qu'ils sont issus de disciplines et de statuts très différents. Une image que le président de l'EPFL, Martin Vetterli,
m'a transmise à la folie, s'excusant de ne pas pouvoir être des nôtres ce soir. Et il a un dicton américain qu'il cite souvent et qui dit « Diriger les professeurs, c'est comme mener des chats. C'est impossible, on ne peut que déplacer la nourriture. » Il y a d'autres dictons américains qu'il cite aussi volontiers et qu'il m'a soufflé au supermarché de la folie toujours. Changer un programme d'études universitaires, c'est comme déplacer un cimetière. On est très peu aidé de l'intérieur. Pour terminer ce tableau plein d'autodérision, je m'appuie encore sur l'ouvrage féroce et provocateur du regretté Bernard Maris, ancien professeur à l'Université de Toulouse et éditorialiste à Charlie Hebdo, où il a été malheureusement abattu lors de l'attentat de janvier 2015. Et Bernard Maris avait publié en 1991 un pamphlet qui s'appelle « Les 7 péchés capitaux des universitaires ». Et donc vous vous dites, quels sont ces péchés capitaux ? En voici la liste. La lascivité, la paresse, l'ignorance, l'absence, l'envie, la fatuité, la complaisance. Pour Bernard Maris, le pire des péchés des universitaires, c'est la complaisance. Il absout tous les autres, qu'il considère comme véniels, mais pas la complaisance. D'ailleurs, je ne jurerai pas n'avoir jamais cédé à aucun de ces péchés, mais en des occasions si rares que je ne peux concéder avec certitude que ma seule ignorance socratique. Je n'ai jamais cru au mythe héroïque de la vérité scientifique à laquelle la science comme église laïque a pu croire au moins jusqu'au XXe siècle. Par contre, je crois profondément à notre ignorance comme moteur de la curiosité et à la recherche comme quête d'un savoir à valider par une communauté scientifique à un moment donné, très situé dans le temps et dans l'espace. Ces citations et références de tout à l'heure illustrent avec humour et probablement injustice un courant assez pessimiste quant à la gouvernabilité des scientifiques et des institutions universitaires. Vous avez entendu tout à l'heure Christine Muselin. Mais n'est-ce pas là donner trop de pouvoir à l'oligarchie académique, comme certains la nomment, que de considérer les professeurs comme les seuls acteurs de la gouvernance universitaire? En tout cas, pour ma part, je vais prendre le strict contre-pied de tous ces points de vue pessimistes. Bien sûr que les scientifiques sont non seulement gouvernables, mais ils sont aussi gouvernés, ils gouvernent, ils s'autogouvernent selon différentes modalités, que ce soit à travers des bases légales, qui ont été rappelées tout à l'heure par le secrétaire d'État, c'est aussi à travers des instances politiques, académiques, aussi bien que par des institutions scientifiques qu'ils sont gouvernables. D'abord, vous le savez certainement, la profession académique s'autogouverne à travers l'organisation des disciplines académiques, le pouvoir de nomination des professeurs, le choix des priorités de recherche dans les laboratoires à travers des institutions faîtières comme les académies des sciences ou le financement de la recherche comme le Fonds national. Et d'un autre côté, la profession académique est gouvernée par les autorités politiques et les institutions universitaires. Il y a donc toujours cette double rationalité qu'il faut avoir à l'esprit, institutionnelle et scientifique. On ne comprend rien au gouvernement des scientifiques si l'on ne lit pas cette double hiérarchie organisationnelle et scientifique. Et si vous le permettez, Stéphane les a annoncées du moins tout à l'heure, j'aimerais développer 5 thèses sur la gouvernabilité des scientifiques qui pourraient nous aider à renseigner le futur de l'université, puisqu'on est là
pour en parler. Mais bien sûr, ne comptez pas sur moi pour vous livrer un mode d'emploi du gouvernement des scientifiques. Non seulement ce serait présomptueux, mais aussi pas sérieux du tout. Mon propos, il est ailleurs. Et il va s'appuyer sur mon expérience, en effet, durant ma carrière à l'École polytechnique et à l'Université de Lausanne, en particulier comme membre de 2 décanats, dont vous voyez les figures, et je m'appuie aussi sur des ouvrages que j'ai publiés avec des collègues que vous avez en particulier entendus durant ces 20 dernières années. Je n'évoquerai donc pas du tout mes travaux des années 80 sur la décentralisation en Franche-Comté, région que j'ai parcourue de part en part pour ma thèse, ni ceux sur la métropole lémanique polycentrique des années 90 que j'ai contribué à identifier avec mes collègues de l'IREC à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. J'ai eu au fond des cycles de 10 ans sur chaque objet d'étude. Et là, je m'appuie en particulier sur 9 ouvrages que j'ai publiés avec ces collègues au XXIe siècle. La recherche affaires d'État, paru en 2003, je pense que Charles Kleiber, c'est à ça que tu faisais allusion tout à l'heure. La fabrique des sciences, recherche et enseignement supérieur face à l'internationalisation en 2009, gouverner les universités en 2012, inégalité sociale et enseignement supérieur en 2012, penser la valeur d'usage des sciences en 2013, discipline académique en transformation en 2015, le gouvernement des disciplines académiques en 2017 et récit facultaire qui a été évoqué tout à l'heure par la doyenne en 2002. 9 ouvrages que j'ai co-dirigés avec plusieurs des collègues présents et qui ont pris aujourd'hui la parole et qui manifestent une obsession collective pour le gouvernement des sciences, le gouvernement des universités, le gouvernement des facultés et des disciplines académiques. Mais j'ai une excuse. Faire toujours la même chose, mais toujours mieux, disait l'acteur Michel Bouquet lorsqu'il lui était reproché de jouer 500 fois la même pièce de théâtre. Et cette devise, je l'ai faite mienne. Être simultanément, ça a été évoqué, immergé dans mon objet d'étude et le mettre à distance pour le refroidir, faire un pas de côté, comme a dit Alain tout à l'heure, c'est également une posture que j'aime bien. Il faut juste être conscient et clair sur le fait que je suis pleinement partie de l'objet que j'étudie. Les universités est un mode de gouvernement spécifique auquel j'ai participé et parfois âprement. J'ai pu observer qu'elles ont leur propre façon de construire leur autorité, de choisir leur chef et de prendre des décisions ou de ne pas en prendre, ce qui est aussi une manière de décider. Cela s'appelle, mesdames et messieurs, chers amis, de la politique universitaire ou de la politique scientifique. Je suis assez éloigné de la pensée romantique ou angélique de ces scientifiques qui croient ou qui essayent de faire croire qu'ils ne font pas de politique, que la science serait neutre. Gouverner ces institutions scientifiques, c'est faire de la politique, je l'ai dit. Faire de la science, c'est aussi un enjeu de pouvoir. À l'université, comme dans toute organisation, se jouent des jeux de pouvoir. Des rapports de force se construisent. Des conflits s'expriment qu'il faut trancher. Il faut simplement le reconnaître et ne pas en avoir peur. C'est la vie des organisations, et comme le disait un ancien secrétaire d'État à la science qui n'est pas loin d'ici, je le cite, « Les organisations sont comme des ogres. Elles finissent toujours par manger leurs propres enfants. » 5 thèses vous ai-je promis. Première thèse. La littérature scientifique a insisté sur l'idée que les universités avaient renforcé leur autonomie institutionnelle au XXIe siècle, c'est-à-dire l'autonomie budgétaire et de gestion des exécutifs des universités, notamment, ça a été dit tout à l'heure, je crois par Dietmar, à travers le New Public Management. C'est vrai. Mais il y a eu une terrible confusion chez certains qui ont corrélé ce fait avec le renforcement de l'autonomie
des universitaires et l'affaiblissement des hiérarchies sociales à l'université. Or, je veux dire ici très clairement que le renforcement de l'autonomie des universités et des exécutifs face à la tutelle de l'État ne signifie pas automatiquement le renforcement de l'autonomie des universitaires. Il ne faut pas confondre, chers amis, autonomie et indépendance. Pour être encore plus clair, mon analyse est que, au contraire, les scientifiques connaissent aujourd'hui plus de contraintes et subissent davantage de pression que dans les années 80 et 90, que ce soit par l'argent, par la managérialisation des universités, Christine en a parlé tout à l'heure, ou par les attentes ou injonctions sociales et politiques. Autrement dit encore, le contrôle social des académiques s'est paradoxalement renforcé dans le cadre d'une autonomie institutionnelle accrue à travers les politiques statutaires, l'auto-évaluation, les appels à projets de recherche, des règles internes plus strictes que celles édictées autrefois par l'État. Tous ces instruments sont destinés à rendre les scientifiques plus gouvernables. Oui, bien sûr, les universités doivent beaucoup dans leur gestion au XXIe siècle à la professionnalisation des administrations universitaires. Les scientifiques ont été recrutés sur leur poste pour enseigner, faire de la recherche et non pas diriger une organisation. Ils ont le droit de placer leur passion de l'enseignement et la curiosité qui les anime dans la recherche avant une sollicitation pour une tâche de management, pour laquelle ils n'ont pas a priori d'appétence ou, disons-le, de compétences particulières. Autrement dit, pour faire court, le scientifique lambda, il n'aime pas être dérangé dans sa recherche. Il est souvent un sacerdoce, une vocation, une mission. La liberté académique, ça a été dit tout à l'heure, de plus en plus menacée dans le monde, est probablement le bien le plus précieux du scientifique qu'il mettra à tort ou à raison au-dessus d'une obligation de responsabilité dirigeante au prix parfois d'une délégation du pouvoir à l'administration ou d'une gouvernance partagée. Du reste, en Suisse, les candidats au poste de recteur, rectrice, président, présidente d'école polytechnique ou même doyen, doyenne ne se bousculent pas au portillon, comme si la position de leader d'une haute école pouvait rebuter pour des raisons qu'un jour il faudrait investiguer en profondeur. Il y a certes beaucoup de coups à prendre dans ces fonctions. Les dirigeants des universités sont aussi soumis à des injonctions contradictoires. Imaginez qu'ils doivent convaincre des publics aux intérêts souvent divergents, des étudiants, des académiques, des personnels administratifs, des élus de tous bords, des philanthropes de soutenir l'université. Dans un article du 20 février dernier, le journal The Economist, je vous rassure, je ne le lis pas tous les jours, s'interroge même si diriger une université, aux États-Unis en l'occurrence, n'est pas le job le plus difficile, je cite, si équilibrer une équipe hétéroclite des parties intéressées ne devient pas presque impossible. Comme toute personne qui a pris des responsabilités, j'ai souvent entendu mes collègues me plaindre dans une sourde pitié ou me remercier excessivement de me dévouer ou de me sacrifier, alors que pour ma part, probablement naïvement, je n'avais pas le sentiment d'aller à Canossa en rejoignant le décanat. Je pensais simplement prendre ma part dans les charges d'une institution que nous partageons, voire, bonus incitatif, de me divertir un peu de la comédie du pouvoir académique, avec, vous le savez, ces très rares égos et ces encore plus rares moments de vanité. Peut-être même y ai-je cédé moi-même très exceptionnellement. Qui sait? Deuxième thèse. Il existe des instruments de pouvoir plus adaptés au gouvernement des scientifiques. En règle générale, les scientifiques n'aiment pas les politiques coercitives et hiérarchiques, celles qui réglementent leurs activités dans le sens d'une limitation,
probablement que ça n'est pas une surprise pour vous. La prescription est toujours considérée comme une atteinte à la liberté académique. Les scientifiques préfèrent de beaucoup, et je dirais même avec gourmandise, ce que l'analyse des politiques publiques appelle les politiques distributives, c'est-à-dire les politiques allocatives, comme celle de la recherche, ou des politiques d'autorisation, comme celle de l'accès à des données. Ça a été évoqué tout à l'heure dans la deuxième table ronde, pas de surprise non plus là-dessus. Et puis certains scientifiques apprécient aussi certains instruments incitatifs, des nouveaux programmes de recherche, des charges de cours, etc., même s'ils ne sont pas du tout naïfs et qu'ils savent bien que cela peut cacher des objectifs politiques moins nobles de pseudo-modernisation de l'action publique ou de réforme du système universitaire. Il en va aussi pour la coopération, les incitations à la coopération scientifique, qui est appréciée, si elle ne vise pas, bien sûr, la réduction des ressources financières. Les scientifiques sont aussi sensibles aux instruments persuasifs, comme la délibération, ou les instruments procéduraux, c'est-à-dire transparents, impeccables sur la forme. Par contre, inutile de le préciser, l'argument d'autorité ne fonctionne pas du tout avec les scientifiques, puisqu'il arrive parfois qu'ils se pensent eux-mêmes comme une autorité. Troisième thèse, au-delà de l'esprit de corps propre à chaque corporation ou profession, les scientifiques ont toujours su développer des stratégies de conquête du pouvoir et des stratégies de résistance à des pressions ou contraintes externes. Leur pouvoir se déploie ainsi à travers des agences de financement de la recherche ou à travers des structures de gouvernance universitaire, facultaire, on en a beaucoup parlé, en construisant des coalitions de croissance universitaire, en faisant des alliances avec la politique. L'un des plus beaux exemples de cette capacité d'influence des académiques, il en a été question puisque c'est Charles Kleiber qui l'a fait pour la Suisse, a été la mise en œuvre de la réforme de Bologne. En Suisse, elle a été confiée à des structures déléguées, la CRUS de l'époque, désolé pour ces acronymes, mais qui illustrent, entre parenthèses, l'agencification de la science helvétique. Ces agences ont fait les 4 prescriptions de Bologne, les créations de bachelor et master, alors pas en 2 mois et en 6 mois comme Antoine Jacou le préconisait pour 2040, je ne sais plus combien, le système de crédit ECTS, la mobilité et l'évaluation, et donc ils en ont fait une ressource plutôt qu'une contrainte. Mais cela aurait pu mal tourner, cher Charles, selon l'interprétation nationale qui en aurait été faite. Mais le sucre, l'incitation, il a augmenté les ressources des universités suisses. Puis nous, ça nous a aussi bien arrangé. On a allongé les études, alors que d'autres auraient plaidé pour les réduire. Et donc, je suis très admiratif des enseignants en Suisse qui ont su, avec ruse et intelligence, mettre en œuvre la réforme de Bologne, alors même que, je l'ai dit, il y avait d'énormes écueils à contourner pour éviter une gouvernance curriculaire plus contraignante pour les personnels académiques. Et à la fin, la plupart des écueils ont été surmontés, et au bénéfice des étudiantes et des étudiants, et au bénéfice des enseignants et des enseignantes. C'est un truisme de rappeler que les scientifiques ne sont pas des moutons. Ils ne suivent pas aveuglément leur chef, même s'ils ne savent pas exactement qui est leur chef. Du reste, moi-même, je ne suis même pas capable de dire avec exactitude qui est mon ou ma chef. J'hésite entre 3 personnes. Qu'importe, finalement, puisque souvent, à l'université, ce sont les chefs qui suivent leurs troupes. Pourquoi ? Parce que les scientifiques ne sont pas des court-termistes, ils inscrivent leurs travaux dans la durée. L'une des ressources des scientifiques, c'est précisément le temps long. Par définition, le dirigeant est un court ou un moyen termiste, car son mandat est de 3 ans ou 5 ans. Il ne s'inscrit pas dans la même échelle temporelle.
Un responsable d'université ne peut pas changer des priorités d'une faculté au gré des cycles électoraux, des cycles politiques, des cycles scientifiques. Autrement dit, pour faire court, les dirigeants passent, les scientifiques restent. Et les scientifiques, parfois, travaillent sur des projets dont eux-mêmes ne verront pas le terme de leur vivant. Je cite volontiers l'exemple d'ITER, le réacteur thermonucléaire expérimental international à Cadarache, dans les Bouches-du-Rhône. Claude Joseph, que je vois ici, connaît bien. Celles et ceux qui le fabriquent sont comme des bâtisseurs de cathédrales qui ne voyaient pas de leur vivant la cathédrale finie. L'horizon est aujourd'hui de 2050 pour construire un réacteur de fusion nucléaire comme prototype de centrale électrique des années 2060 ou 2070 dans le meilleur des cas. La quatrième thèse concerne la désacralisation du corps professoral dès la fin du XXe siècle, où les hiérarchies universitaires traditionnelles ont été bousculées. C'est la fin de la chaire professorale oligarchique qui correspond au déclin du rôle et du prestige des professeurs à l'université et dans la société, ce que l'historien Christophe Charles appelait à l'époque la République des professeurs. La gouvernabilité des scientifiques en a été complexifiée. Autrefois, je simplifie bien sûr, et vous me le pardonnerez, le gouvernement des universités s'apparentait au gouvernement des professeurs, une petite société de caste. Le développement d'autres catégories de scientifiques sur des postes stables ou plus souvent précaires a diversifié et complexifié le gouvernement des scientifiques. Les intérêts des différentes catégories ne sont en effet pas identiques. Les plus précaires ont plus à perdre que les statutaires. Mais ne soyons pas complètement naïfs, les hiérarchies universitaires persistent. Elles sont toujours structurantes, mais de façon plus négociée. Cinquième et dernière thèse. Loin du mythe du gouvernement de la raison, à l'instar d'autres organisations, la gouvernance universitaire ne repose pas toujours sur des choix optimaux qui s'imposeraient définitivement. On est souvent dans le gouvernement du compromis, pas seulement moi, Niki, mais par la gestion collégiale et participative. On cherche le consensus, ce qui peut en effet parfois impliquer du bricolage. On l'a vu tout à l'heure avec le dicton américain de Wetterly sur les plans d'études, tellement compliqué à réformer. Mais la force du meilleur argument peut aussi parfois s'imposer. Permettez-moi à ce sujet d'avouer mon heureuse surprise devant l'accueil assez favorable que la profession académique a réservé à la philosophie participative à l'Université de Lausanne. Je m'attendais à l'époque à de fortes résistances devant cette invitation à partager le pouvoir. Or, sauf quelques soubresauts mandarinaux, cela n'a pas été le cas. Les effets se sont très rapidement fait sentir dans les assemblées participatives. Les échanges de coups ont été plus argumentés. Les collègues ont fait preuve de davantage de tempérance dans leur langage. Ils ont même parfois intégré d'autres avis que le leur. Et oui. La présence des étudiantes dans les assemblées les a obligés à davantage de contrôle dans l'expression de leurs pensées et, cher Alain, de leurs émotions. Et surtout, ils ont dû accepter de partager le pouvoir. Pour ma part, je pense toujours, en effet, que la participation est la meilleure réponse aux problèmes de gouvernabilité en général et de ceux de l'université en particulier. Mesdames et messieurs, chers amis, vous vous en doutiez, derrière ces 5 thèses taillées à la hache, la réalité est bien sûr encore plus compliquée et sujette à évolution. Les universités ont leur propre histoire, leur propre tradition qu'il faut réinscrire dans le temps long. L'université et les facultés sont comme des plaques tectoniques qui avancent à des vitesses différentes. C'est pourquoi le choc des plaques est souvent imprévisible. Il y aura des tremblements de terre, mais on ne sait jamais quand. Ce mouvement de plaques peut s'arrêter pendant plusieurs années ou décennies et puis reprendre.
C'est cela que j'ai vu en 45 ans comme étudiant puis enseignant à l'Université de Lausanne. Ces failles, ces lignes de failles correspondent à des problèmes qui ressurgissent tous les 10, 15 ou 33 ans. Numerus clausus, suppression de sessions d'examen, taxes d'études, doctorat honoris causa, etc. Le pouvoir des scientifiques s'inscrit dans cette tectonique des plaques, dans cette sismicité imprévisible, avec à chaque fois des figures différentes qui revisitent ces problèmes, les traduisent dans la compréhension de leur époque. En conclusion, nous y sommes presque. Permettez que je revienne à Bernard Maris et à ses 7 péchés capitaux des universitaires. Maris était profondément injuste et complètement à côté des réalités du travail dans le monde universitaire quand il cite le péché de paresse des universitaires. Pour ma part, j'ai plutôt l'image du forçat au travail entre Prométhée et surtout Sisyphe, qui me remet chaque jour l'ouvrage sur le métier dans le doute, chevillé au corps de toutes les interactions possibles et des découvertes aussi minimes fussent-elles, dans le souci permanent de démarquer ce qui relève de la science de ce qui ne l'est pas. Programme toujours plus harassant. Merci de l'image, Pierre-Alain de la Foulie, qui me l'a transmise. À ce sujet, je dois en effet confesser que j'ai toujours admiré tous mes collègues pour leur résilience académique face aux diverses critiques internes et externes. Quel que soit le domaine de recherche, ils apportent toutes et tous quelque chose à la connaissance. J'ai toujours plaidé pour ce respect de la biodiversité des scientifiques, pour le respect de leurs identités professionnelles, loin de toute endogamie académique. Et dans cette hétérogénéité académique pour laquelle je crois avoir œuvré, l'on apprend soi-même toujours quelque chose d'un collègue, d'un étudiant, d'une étudiante. Lorsque mes 2 garçons qui sont là me demandaient, il y a 15 ou 20 ans, quel était mon métier qu'ils trouvaient un peu étrange, car ils me voyaient beaucoup lire et écrire et peu enseigner, contrairement à leurs maîtres ou maîtresses d'école. Et je leur répondais inlassablement, comme vous, je suis écolier, j'apprends. Et aujourd'hui, nous sommes dans la même école, en SSP. Et grâce au savoir des sciences politiques que j'ai appris ici, j'ai pu construire des outils pour apprendre en approchant plusieurs black box au niveau fédéral, notamment dans le Brain Trust du secrétaire d'État, au niveau cantonal, notamment dans l'organe de prospective du Conseil d'État, au niveau universitaire, dans les différentes fonctions qui ont été évoquées cet après-midi. La dernière black box dont j'ai pu m'approcher est celle du ski de compétition. Comptez sur moi pour approfondir la question à l'avenir. J'y œuvre également comme membre de l'Association pour la valorisation des archives et de l'histoire du sport, la VAS, avec mes camarades Quin, Jacou, Tissot et Bonnard et tant d'autres. Je crois aussi m'être approché de la black box du monde du livre en Suisse romande dans l'aventure extraordinaire du savoir suisse que je mène à travers le comité d'édition depuis 2001 avec mes chers collègues actuels du comité d'édition et l'équipe des PPUR. Éditer 177 livres et autant d'auteurs et d'autrices en 22 ans m'a donné quelques clés sur la production du livre en Suisse. N'ayez aucun doute, chers amis du savoir suisse, que je vais poursuivre mon activité dans les rangs du peuple du livre auquel vous appartenez. Je crois que le livre est l'objet transitionnel que je pratique le mieux pour parler aux autres et les faire parler. Et je poursuivrai aussi mon activité dans la black box européenne grâce à mon mandat renouvelé à la tête du comité scientifique de la Fondation Jean Monnet pour l'Europe, aux côtés de Gilles Grain et de son équipe.
La Fondation est pour moi un des meilleurs endroits en Suisse pour penser le monde qui vient, car je crois aux logiques multiniveaux du pouvoir plutôt qu'à ce pseudo-isolationnisme qui nous rétrécit et qui nous rabougrit. Quelle chance incroyable pour moi d'avoir pu travailler ici, sur ce campus lausannois si dynamique, effervescent, bouillonnant. Dois-je rappeler dans une pensée métropolitaine que le bassin lémanique est un des lieux de science les plus importants d'Europe, plein d'émulsions humaines, scientifiques et institutionnelles. Et faut-il aussi le rappeler, nous sommes de passage. Et ce campus n'appartient pas aux scientifiques. Il nous est prêté par la population qui s'exprime à intervalles réguliers sur l'université, sur les sciences, par le vote et par l'élection. Et donc, in fine, n'est-ce pas aussi un peu le peuple qui gouverne les universités, la science et les scientifiques? Merci de votre attention. Merci de m'avoir permis de réinventer le passé pour voir la beauté de l'avenir, comme disait Aragon, car je vous assure que je ne me retirerai pas dans une quelconque Thébaïde, dans un lieu solitaire et sauvage. Mais je m'engage aussi à rejoindre ma propre crypte intérieure, qui sera désormais plus habitée et peut-être mieux ou plus sagement gouvernée. Voilà, nous avons la chance maintenant de pouvoir rejoindre un apéritif garni auquel vous êtes toutes et tous très chaleureusement conviés pour continuer de méditer sur le futur de l'université. Et j'attire tout particulièrement votre attention sur le risotto qui sera servi dans sa meule et qui est un plat iconique depuis 40 ans de cette maison. Il vous attend juste à la sortie de l'auditoire.